Sur l'invitation donc de Monsieur Larocque, j'ai été amené à travailler un peu pour vous sur le sujet de paysage et énergie. Je l'en remercie, même si malheureusement il ne peut pas être présent aujourd'hui, puisque à cette occasion, j'ai pu finalement me mettre un peu à jour sur ces sujets qui sont très vastes, assez passionnants, et qui sont en relation directe, bien entendu, avec l'enseignement que je fais, y compris un peu les travaux de recherche dans le cadre de l'école du paysage de Blois, comme ça a été rappelé par Madame Beauchot à l'instant. Donc le sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'inquiétude des paysages ». J'essaierai d'expliquer ce titre, avec pour sous-titre « La domestication des énergies naturelles et de leur plutôt visibilité ». Et sa visibilité étant celle de la domestication. Tout va bien. Donc je vais commencer par une série d'analyses en essayant de clarifier un petit peu ces deux concepts qui en fait sont assez polysémiques et ambigus, paysage et énergie. Et ensuite, je vous présenterai dans un instant le parcours que je propose. L'inquiétude des paysages. Paysage et énergie. Chacun de ces deux concepts est, je crois, d'une rare polysémie et peut nourrir un certain nombre de malentendus et d'équivoques. Leur confrontation ou leur juxtaposition n'en paraît que plus risquée. Commençons donc par avancer quelques définitions de travail. D'abord, qu'est-ce que j'entends par paysage ? Un paysage n'est pas une image. Il ne se confond pas non plus au sens strict avec l'environnement. Ce sont comme deux pôles, si vous voulez, la représentation d'un côté, l'environnement de l'autre. L'un étant plutôt l'objet traditionnellement de la représentation artistique, en particulier, l'autre plutôt l'objet d'une enquête scientifique. Du point de vue donc ontologique, c'est-à-dire de ce qui relève de ce qui est, de l'existence, le paysage ne définit, à proprement parler, ni une chose, ni un objet, mais plutôt des relations, et même des complexes de relations, entre des êtres qui circulent d'un espace à l'autre, habitent des lieux, comme nous le faisons tous, modifiant durablement des situations et des milieux. En ce sens, déjà, on peut concevoir qu'il ne saurait exister de paysage sans énergie. Si le paysage est un ensemble de relations, d'usage et d'habitation en particulier, il repose sur ces relations, il n'y aurait pas de paysage sans énergie au sens, au moins minimal, d'une forme d'organisation, à la fois dynamique et durable, de la réalité matérielle, telle qu'elle est accessible au sens. Ne vous inquiétez pas, je retravaillerai ces définitions là que je pose juste pour commencer, et si ça va trop vite, dites-moi. Néanmoins, donc, ce constat ne suffit pas encore à distinguer justement le paysage de l'environnement. Il est nécessaire, pour aborder de manière féconde le rapport entre paysage et énergie, de pouvoir séparer, isoler l'approche par le paysage, ou encore approche paysagère, de celle par l'environnement ou le milieu, tel que donc les sciences naturelles l'envisagent. Comment les sciences naturelles envisagent-elles le milieu ou l'environnement ? Justement en fonction de relations, on pourrait dire objectivables, au moins tendanciellement, des relations indépendantes de l'expérience plus ou moins subjective que nous en faisons, de l'expérience de l'observateur. Ça n'est pas le cas du paysage. Admettons donc, si vous le voulez bien, pour toute la suite du propos, qu'une analyse qui s'intéresse au paysage, au pluriel, s'appuie au contraire sur la réalité concrète de l'expérience. D'où le fait de parler de des paysages, et non pas de un paysage, ou du paysage de manière trop abstraite. Et donc, l'expérience, je l'entends en un sens qui est à la fois sensible, sensoriel, d'accord, et social, autant que possible. Je tiens qu'il n'y ait pas d'expérience humaine, sensorielle, qui n'ait pas de relation avec notre socialisation, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire le fait que nous avons appris avec d'autres, en commençant par les gens qui nous ont élevés, éduqués, à percevoir. Donc autant que possible, j'essaierai de tenir cette exigence-là, de faire passer, si vous voulez, avant le paysage comme représentation, l'idée de paysage comme expérience. Je pense que c'est de ce point de vue que l'on peut, bien sûr, questionner les représentations de paysages aussi, les tableaux, les peintures, les photographies, mais en tirer davantage, si on place en premier, encore une fois, en priorité, la question de l'expérience sensible et sociale. Donc un paysage n'est pas une image devant laquelle on se tient, c'est quelque chose comme la perception d'un milieu. Donc pas le milieu en tant que tel, mais la relation perceptive sensorielle que nous avons avec ce milieu. Regardons maintenant le concept d'énergie, toujours dans cette phase un peu introductive. Le mot d'énergie
que vous connaissez bien, je crois, provient du grec donc energeia, qui désigne, si on ouvre un dictionnaire, une force en action. Plus précisément, au-delà de cette origine étymologique, il en est venu à désigner, on le reverra un petit peu au fil du propos, une capacité de travail en acte, en exercice. C'est important parce que ça distingue justement l'énergie de la simple puissance, qui est conceptualisée par Aristote en grec sous le terme de dynamis, dynamique. Et donc, dynamique serait la force en puissance, là où l'énergie serait la force en acte, en action. Et donc, au sens originel que l'on trouve dans les formulations aristotéliciennes, l'énergie n'a pas encore le sens que nous lui donnons nous, qui est cette capacité de travail. Il va falloir un certain nombre d'étapes que je ne vais pas reparcourir là, mais auxquelles je ferai allusion dans le fil de l'analyse. Ce qui importe, c'est que pour parler d'énergie, il faut quelque chose comme une force, certes, mais il faut aussi qu'elle soit déployée, effectuée, et il faut donc, par conséquent, si vous voulez, une forme de durée. Donc il faut une impulsion durable, un maintien, pour qu'on puisse parler donc de distribution d'énergie. Depuis environ 2 siècles, le principe d'une équivalence possible entre l'énergie et un certain état de la matière, de la masse, plus précisément la possibilité de sa conversion d'un état vers un autre, est devenu l'objet, comme vous le savez, de connaissances scientifiques de plus en plus poussées. C'est un savoir, la physique, qui a connu dans le même temps une complexification et différentes formes de vulgarisation. Au point que l'idée, sans doute la plus célèbre de l'histoire récente de la physique, comme vous le savez, est résumée par cette formule E égale mc2, la plus abondamment citée. L'énergie au repos est égale à la masse par le carré de la vitesse de la lumière. S'il en est ainsi, c'est sans doute parce que cette formule vient illustrer, au fond, l'une des manières les plus flagrantes peut-être dont la connaissance scientifique pourrait enrichir ou élargir notre perception du monde, notre compréhension des phénomènes naturels, alors même qu'elle s'éloigne justement de la perception immédiate. Dans la perception immédiate, il n'y a pas d'équivalence, de conversion aisée entre un état de la matière et l'énergie. Et donc, je crois qu'il faut nuancer cette affirmation d'une équivalence de la matière et de l'énergie, si l'on s'intéresse justement, si l'on part de la question du paysage, en observant que c'est d'un autre angle que celui de la physique dont il convient de partir. Je crois qu'il faut partir plutôt de l'angle que j'appellerais celui de l'histoire du regard, c'est-à-dire la relation justement sensible et sociale, et les usages indissociablement individuels et collectifs que nous faisons de nos milieux de vie, lorsque nous les qualifions de paysages. Et donc partir de l'expérience sensorielle, de la formulation du paysage, relève en ce sens d'une approche qui n'est pas strictement, vous voyez, cognitive, intellectuelle, comme une approche scientifique, mais plutôt d'une approche esthétique. Vous connaissez tous le terme d'esthétique, puisque vous êtes étudiant dans une école d'art. Néanmoins, j'aimerais ici introduire une distinction, encore une, j'en ai bientôt fini avec la distinction, entre esthétique justement et artistique. Je crois que esthétique ne se confond pas immédiatement avec artistique. D'accord ? Pour aborder les relations donc, entre paysage et énergie, comme je m'apprête à le faire, il me semble préférable d'adopter une démarche relevant de l'esthétique générale, c'est-à-dire d'une théorie de la perception, au fond, de l'expérience perceptive, plutôt que d'aller directement vers la question de la représentation en art. Encore une fois, ça ne l'exclut pas, mais c'est pas par là que l'on commence. En d'autres termes encore, si ça peut renvoyer à d'autres sources de connaissances ou d'informations que vous auriez, il me semble préférable d'adopter une démarche proche de celle de la phénoménologie, qui consiste à porter son attention vers la manière dont le monde nous apparaît et fait sens pour nous, en tant que nous sommes justement dotés de capacités de perception et en interaction avec nos environnements. Alors, voilà pour ces premières distinctions de travail. La question que je voudrais poser à partir de là, et que je vais essayer de traiter au fond en 4 temps, que je vais vous présenter, un parcours, c'est la question donc d'un rapport de fabrication entre énergie et paysage. Quel type d'énergie peuvent fabriquer les paysages et en quel sens ? Comment est-ce que l'énergie vient, au fond, travailler, peupler, animer cette expérience du paysage ? De ce point de vue-là, je répondrai au fond par une proposition, une hypothèse,
dont la formulation très générale, si on la laisse en l'état, n'est pas très satisfaisante, donc j'essaierai de la détailler, qui serait, au fond, que certains types d'énergie fabriquent, justement, nos paysages. Ça, c'est le premier point, que je développerai donc, une fois que j'aurai terminé l'analyse conceptuelle initiale. Puis, ce sera mon troisième temps, du coup, en réalité, j'interrogerai la continuité de cette idée selon laquelle un certain type d'énergie fabrique nos relations qu'on appelle paysages. Je me pencherai sur la question de la visibilité. Et donc, le deuxième grand enjeu, si vous voulez, de cet exposé sera de dégager les conditions de visibilité de nos usages des énergies naturelles, autrement dit de notre domestication des énergies naturelles, afin de comprendre quel rapport il existe justement entre des systèmes énergétiques, c'est un mot que j'expliquerai, et notre expérience, encore une fois, des paysages réels. Enfin, dernier temps, suivant l'évolution aussi du chronomètre, j'essaierai de dégager un critère qui serait celui de l'éducation au regard, afin de savoir comment est-ce qu'on peut apprendre à voir différemment peut-être, cette dimension fabricatrice des énergies, des systèmes énergétiques dans nos paysages réels. Programme un peu vaste, hein, on verra si il faudra peut-être accélérer à certains moments. Et donc, je vais, dans un premier moment, tenter de prolonger ces analyses que j'ai introduites en ouverture, afin de clarifier un peu plus, hein, avec quelques éléments textuels que je vais vous projeter, dans quelle mesure, justement, le paysage et l'énergie peuvent être mis en rapport. Je crois qu'on ne peut pas mettre en rapport, autrement dit, tous les sens du mot paysage avec tous les sens du mot énergie. Le concept proprement physique de l'énergie se prête assez mal à une approche paysagère. Ça paraît évident, mais il faut peut-être tenir compte de cette question-là. Ce dont on parle, justement, quand on parle de rapport entre paysage et énergie, c'est donc d'autre chose que d'une approche strictement artistique du paysage, d'une part, et d'autre chose que d'une approche strictement scientifique, intellectuelle de l'énergie. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Ok. Alors, premier point un peu de récapitulation, ou de proposition de récapitulation. La notion de paysage désigne une manière, selon moi, d'organiser l'expérience. Autrement dit, la réalité phénoménale. Elle suppose donc la présence d'observateurs et d'usages qui sont en interaction les uns avec les autres, mais aussi avec leur environnement. Okay, donc ça fait plusieurs conditions différentes. Pour qu'il y ait paysage, bien sûr, il faut qu'il y ait environnement. Je crois que ce serait un peu dommage de l'oublier. Donc il faut qu'il y ait ce qui fait l'objet de l'enquête des sciences naturelles. Mais pour qu'il y ait paysage, il faut bien sûr qu'il y ait mise en relation avec des usagers, des observateurs, mais pas uniquement observateurs. La question du paysage ne se réduit pas à une approche visuelle. Et les interactions donc, qui permettent d'entrer en contact finalement avec l'environnement, sous certaines conditions, peuvent être qualifiées d'expériences de paysage. Si l'on essaye donc de connecter cette question d'expérience interactionnelle avec l'environnement qui s'appellerait paysage, on peut tenter, par un autre chemin justement, de questionner l'expérience que nous ferions de l'énergie. Pour cela, je vous propose une petite expérience de pensée, au fond, dans deux directions. Premièrement, imaginons un monde sans énergie. Que serait-il ? À quoi ressemblerait-il ? Ce serait un monde inerte, un monde à l'arrêt, un monde en panne, composé d'un ensemble d'objets immobiles, silencieux, un monde fixe, au fond mort et muet, et je crois, au fond, à peine un monde, plutôt un arrêt sur image, justement. Une telle vision serait vite insoutenable, parce qu'en réalité, elle est assez difficile à se figurer réellement. Nous aurions de la difficulté, de toute façon, à la désigner sous le terme de monde, tant cette vision n'offrirait que l'image statique et fermée, une sorte de désolation complète, sans un souffle de vent ni de respiration, sans atmosphère, sans trace d'habitation. Peut-être, pour en approcher, on pourrait évoquer ces fameuses photographies de la Lune ou de Mars. Vous savez que nous allons bientôt célébrer le 50e anniversaire des premiers pas d'êtres humains sur la Lune, en juillet prochain. Eh bien, ces photographies si étranges, si étrangères à notre propre expérience sensorielle de l'environnement, on pourrait se demander à quelles conditions, au fond, elles pourraient composer un paysage.
autrement que par pure imagination, par pure analogie. Dans l'expérience d'un sol où on ne pourrait pas se tenir, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas vivre, serait à distance de notre propre expérience du monde. Donc ce qu'on pourrait dire, si on accepte de dire que d'un point de vue, encore une fois, de l'expérience, ce serait là un monde sans énergie, commensurable avec nos formes de vie. Bien sûr qu'il y a des formes d'énergie sur la Lune et ailleurs, mais pour nous, elles n'entrent pas en relation avec les conditions qui nous rendent le monde habitable. D'accord ? C'est ça le point central. Et donc la présence de l'énergie, dans la mesure où elle peut être commensurable avec nos formes de vie, est l'une des conditions qui rend le monde habitable. Suite de l'expérience, imaginons la chose inverse. Un monde qui ne serait que pure énergie, pur mouvement, une sorte de flux continu, sans prise possible. Ce serait peut-être l'image même du chaos, l'image du déluge, telle que Léonard de Vinci notamment a pu en faire le dessin, en expérimenter justement la représentabilité. Ce serait une expérience, au fond, limite, qui ne serait confrontée qu'à une éruption continue, un peu comme de la lave en fusion, un événement sans commencement ni fin. Et de ce point de vue-là, je crois que si l'on pense justement, alors cette fois, photographie plutôt de la surface du Soleil, plutôt au film de la surface du Soleil, ou d'une éruption volcanique, est-ce que ce sont des paysages? Est-ce qu'on pourrait nommer cela des paysages? Je crois qu'on peut le faire qu'à condition justement de les arrêter, d'être à distance, de les recomposer, de les représenter, et ce qui se rapprocherait le plus d'une vision de la pure énergie en mouvement, en acte, ressemble à une sorte d'intériorité d'un monde qui ne laisserait pas de place, de distance nécessaire pour le regard humain. Cette relation qui fait exister le paysage comme une variation de notre expérience, au fond, on pourrait dire le seuil phénoménologique en serait absent. Donc, pour le dire autrement, la possibilité du paysage, d'un monde habité, traversé par de l'énergie dont nous puissions faire l'expérience, voilà un critère intéressant, ce serait cet état intermédiaire entre le vide et l'événement pur. Pour citer ici une formule de Paul Valéry dans Le Cimetière marin, c'est un vers magnifique, entre le vide et l'événement pur. Le vide ici au sens de l'absence d'une forme d'énergie commensurable et utilisable pour notre expérience. D'autre part, l'événement pur que serait une dépense énergétique continue, de dissolution de forme, n'offrant pas davantage de prise pour construire, structurer, habiter notre monde. Donc entre ces deux expériences limites qui dissolvent justement les conditions de l'expérience humaine, qui dissolvent la possibilité du paysage, il me semble que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons encore, dépend de la circulation et de la distribution de flux d'énergie, multiformes, mais qui sont toujours organisés. Ce point est fondamental, ce point est central. L'organisation des flux d'énergie, sous une forme ou une autre, sous de multiples formes différentes en réalité, est la condition de nos expériences dans leur ensemble, et donc y compris de nos expériences de paysage. Partout où porterait notre regard à la surface du globe, on sait aujourd'hui que des processus donc, d'acculturation humaine sont à l'œuvre. Ils sont fondés sur des techniques qui permettent le déploiement d'une culture matérielle, la transformation de l'environnement à des fins multiples. Et au premier plan, je crois désormais de ces techniques, comme je vais essayer de vous en convaincre, figure la domestication et le contrôle de l'énergie, de certains types d'énergie, de certaines sources d'énergie et de certaines infrastructures permettant ces usages. Revenons donc, avant de clarifier cette relation, cette fois au sens que l'on peut attribuer à l'énergie, afin de le rendre commensurable, de le mettre en rapport avec le concept de paysage. Au sens le plus général, je l'ai rappelé, l'énergie serait la capacité de travail, autrement dit l'efficacité d'un agent quelconque. Du mot energeia, encore une fois, force en action à l'origine. En cela, il est intéressant de souligner que energeia donc, n'avait pas le sens d'énergie à l'origine de sa formulation chez les auteurs antiques, mais que ce que nous appelons la nature, en référence à ce concept venu du latin qui traduisait cette notion grecque de physis, au fond pourrait sembler s'en rapprocher.
La physis, la nature des Grecs, avait au fond un sens assez proche de celui que nous attribuons parfois couramment à celui d'énergie, à savoir qu'il désignait une propension au changement, un principe de croissance, mais aussi de corruption, un principe de changement, donc, au cœur des êtres vivants. Pour définir la physis, dans son livre qui s'appelle La physique, justement, même si le titre n'est pas forcément le sien, Aristote distingue les êtres par nature, je le cite, des êtres forgés par la technique. Suivant les traductions, vous avez trouvé art ou technique, puisque c'est le même mot en grec, le mot de techné. Vous savez qu'il n'y a pas de distinction entre art et technique dans le registre antique. Et donc, dans ce livre 2 de la physique d'Aristote, ce qui définit les êtres par nature, les êtres par physis, c'est plutôt le fait que leur principe de changement soit interne, et non pas reçu de l'extérieur par un autre agent. La physis se manifeste ainsi dans tous les éléments qui composent le cosmos, que l'on peut appeler justement des êtres vivants, à commencer par les plantes, les animaux et les humains. Une caractéristique essentielle de ce principe d'animation interne, de cette propension au changement, c'est la présence de sens, la présence de la finalité, ce qu'on appelle la conception donc téléologique de la nature chez les anciens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que rien n'arrive donc au hasard, rien n'arrive par des mouvements désordonnés et sans raison, mais en fonction, non seulement d'une causalité, si vous voulez, mais d'une causalité finale. Les processus naturels, les processus physiques, chez Aristote comme la quasi-totalité des auteurs antiques, suivent des finalités, suivent des buts. On peut trouver des échos de ces définitions antiques chez bien d'autres auteurs de la tradition, en particulier les penseurs de la Renaissance, mais aussi plus tard encore chez, par exemple, les romantiques allemands. Plus tard encore, plus proche de nous, d'une certaine manière, chez des auteurs comme Nietzsche, comme Bergson, ou comme Simmel, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Mais ce qui a changé fondamentalement depuis l'Antiquité et la Renaissance, et qui s'est progressivement stabilisé à partir de l'époque des Lumières, et surtout au cours du XIXe siècle, c'est l'usage d'un autre concept, un concept qui est reformulé justement à partir de ce vocabulaire antique, qui est celui d'énergie. Et l'énergie est devenue donc un objet d'étude à part entière de la physique, un concept physique, à mesure que cette physique justement se rapprochait de ce qu'on appelle nous notre naturalisme. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais si vous voulez, en extrayant la finalité et la téléologie du concept de nature chez les anciens, on a reporté finalement une partie de ce qui pouvait être attribué à cette puissance un peu universelle de la nature, en tout cas cosmologique, vers le concept d'énergie. D'où un grand nombre de discussions, de confusions, de réflexions autour du concept d'énergie à partir du XVIIe siècle, en particulier de la fin du XVIIe siècle. L'énergie devient, au fond, tout autre chose, la nature et avec elle l'énergie devient tout autre chose qu'un principe métaphysique ou divin, et bien davantage, en même temps qu'une simple force en action. Ce qu'elle devient, l'énergie, c'est un système matériel capable de produire du travail mécanique. Ce que je vous ai mis là au tableau. Et donc, la question, si vous voulez, se déplace. On ne cherche plus forcément le principe comme une sorte de vertu interne, de disposition interne des vivants. On ne cherche plus à associer justement la physis à une sorte d'exécution de force en action et attribuer des énergies à des vivants dont ils seraient dotés, justement. Mais on vient plutôt observer, finalement, les manifestations matérielles de ce travail mécanique. Et donc l'énergie devient cette capacité de travail qui va pouvoir être quantifiée, calculée, mathématisée. C'est tout le travail d'auteurs comme Galilée, Descartes, puis Leibniz et Newton, qui est un travail, donc il faut le souligner, qui évolue de manière étroitement corrélée à l'avancée des techniques, et pas seulement des découvertes scientifiques par elles-mêmes, et donc à l'avancée des applications techniques et technologiques. Notamment, on y reviendra, le perfectionnement du moulin à vent
dont le rôle a été si décisif dans le développement des Pays-Bas et des paysages des Pays-Bas, qui furent, dans le même temps, l'un des foyers de la peinture de paysage en Occident. Alors, il est crucial donc de relever que l'énergie rompt ici avec la conception finaliste de la pensée antique, en passant peu à peu, donc en termes de régime de connaissances, si vous voulez, vers une théorie physique naturaliste, matérialiste, c'est-à-dire qui participe d'une pensée qui sépare la nature de la pensée, justement. La nature relevant d'une réalité matérielle, réalité étendue, mécanique, susceptible d'observation justement quantifiable, se détachant de ce qui relève là, de la pensée, d'une réalité pensante, substance pensante, comme dit Descartes, et ce qui introduit à finalement installer un divorce, un partage, typique de cette pensée mécaniste, qui désenchante de cette manière la pensée de la matière et du vivant, et la recherche et la formulation d'un concept d'énergie rompt de ce point de vue-là, progressivement, ça met un peu de temps, avec la métaphysique et la théologie. Une autre manière de décrire, il faudrait passer beaucoup plus de temps que je peux le faire là, c'est de se demander au fond, que fait-on de la question de l'origine de l'énergie, d'où vient l'énergie? Si on réfléchit de cette manière, en élargissant un peu la question, l'idée de la provenance de l'énergie, de son origine, semble dominer au fond la plupart des traditions culturelles et mythologiques. Il faudrait une intervention extérieure, divine, l'irruption d'un agent pour expliquer comment apparaît le vivant, comment apparaissent les phénomènes naturels, comment apparaissent les manifestations justement énergétiques qui caractérisent le monde. Et avec le retrait progressif des explications déistes, théologiques, la présence de l'énergie dans le monde devient en fait une sorte de nouvelle énigme, si vous voulez, puisqu'on ne peut plus répondre par l'introduction d'une intention divine, mais en même temps elle devient l'objet justement d'un raisonnement quantifié, encore une fois calculable, d'un problème scientifique, et non plus seulement d'une question religieuse ou théologique. Et donc la physique, à partir du moment où elle met à distance, si vous voulez, un certain nombre de questionnements métaphysiques, va reformuler, encore une fois, la question de l'énergie. Et c'est de cette manière que, peu à peu, s'est imposée la pensée donc, d'un déterminisme mécaniste dans la physique moderne occidentale. La pensée mécaniste, pour le dire autrement, permet d'inventer une notion de matière inanimée, de matière qui ne suit pas d'intention et d'énergie interne. Alors, pour en revenir à ma question directrice, à partir de ces observations trop rapides, j'aimerais rappeler donc que la fabrication du paysage, et c'est cela que je vais faire dans la suite de l'exposé, nous interroge sur les processus justement qui le mettent en forme, qui font que le paysage, l'expérience de paysage nous apparaît telle qu'elle apparaît ordinairement, en dehors encore une fois de sa représentation artistique. Pour faire cela, pour interroger les dispositifs de fabrication du paysage, eh bien on rencontre justement, immédiatement si vous voulez, la question des systèmes énergétiques. La question des systèmes énergétiques, avec laquelle je terminerai ce premier moment de définition un peu ardu, est centrale pour nous puisqu'elle désigne la façon dont différentes sociétés, différentes civilisations vont mettre en œuvre des moyens, justement, d'orienter, de produire, d'orienter, de distribuer, de consommer cette énergie, ces énergies naturelles. Et donc, pour en rester un plan très général, comme vous le savez, au cours du XIXe siècle, avec la généralisation en Europe puis aux États-Unis de l'usage massif des énergies fossiles, le charbon et le gaz, puis le pétrole, la connaissance des énergies naturelles, non seulement s'est complexifiée en tant que connaissance, mais a ouvert, si vous voulez, de nombreuses applications possibles, qui toutes sont venues affecter les milieux et les modes de vie, et donc au passage transformer les paysages de manière extrêmement profonde. C'est cela que je vais essayer de préciser dans les sections suivantes. Les relations entre les applications
des usages énergétiques, des systèmes énergétiques, et l'histoire de la formation des paysages. Mais pour achever mes tentatives de clarifier un petit peu les deux concepts initiaux, et pour les mettre en relation, disons, je dirais que pour comprendre de quelle énergie on parle, lorsqu'on veut regarder et comprendre les paysages qui nous entourent, il faut donc s'interroger sur ces dispositifs de système énergétique, en mettant bien en évidence que c'est la continuité entre naturel et artificiel qui est intéressante, et non leur prétendue séparation. L'artifice, les systèmes techniques en question, ne sont jamais que des arrangements, des agencements de propriétés et de causalité naturelles. Donc les énergies naturelles deviennent, si vous voulez, les composantes de ces systèmes énergétiques, et pas du tout une forme de choses qu'on aurait négligées ou exclues. Alors, une dernière distinction, afin de entrer dans le sujet avec des éléments aussi plus visuels, qui me paraît centrale, enfin, chez de nombreux auteurs, justement, elle réapparaît, elle est due à un auteur qui s'appelle Alfred Lotka, qui avait écrit en 1925 un livre intitulé Éléments de biologie physique, et qui a proposé donc une distinction entre les organes, chez lui c'était les organes qui étaient discutés, puisqu'il était biologiste, endosomatiques et les organes exosomatiques. Les organes endosomatiques font partie du corps, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont des organes biologiques ou animaux. La main, le pied, le cœur, ce que vous voulez. Leur évolution est très lente, hein, et bien sûr est difficile à manier, à manipuler, si vous voulez. Tandis que les organes exosomatiques relèvent d'une extériorité au corps vivant. Et donc, de manière caractéristique, ce sont les outils, les machines qui prolongent l'action des corps humains. Une pierre taillée, une pelle, un vêtement, une maison, un livre, un ordinateur, tout ça, ce sont des organes exosomatiques. Et donc, ce qu'ont fait plusieurs auteurs, c'est s'intéresser à l'énergie à l'aide de cette distinction. L'énergie endosomatique est celle qui nourrit justement le métabolisme interne des organismes. Elle doit respecter des limites, des seuils de variation, au-delà et en deçà desquels la survie de l'organisme concerné est menacée. Si votre température corporelle monte au-delà d'un certain seuil, vous ne pourrez pas survivre. Si elle descend, même chose, pendant une certaine durée. L'énergie exosomatique, quant à elle, est virtuellement illimitée, puisque c'est l'usage de l'énergie par les humains qui est extérieur à leurs organismes. Et donc, au quotidien, depuis les dernières phases de l'industrialisation quasi généralisée aujourd'hui des régions habitées, nous pouvons quotidiennement donc utiliser jusqu'à plusieurs milliers de fois l'énergie que nous produisons directement avec nos organes endosomatiques, notre corps. D'accord ? Ce sont des quantités hallucinantes d'énergie que nous utilisons chaque jour. Évidemment, avec une très forte inégalité entre les pays les plus équipés, les mieux dotés, et ceux qui le sont le moins. Donc cette distinction entre énergie endosomatique et énergie exosomatique, elle est précieuse pour comprendre comment est-ce que des écarts peuvent s'installer entre nos usages de l'énergie. Je me réfère ici à un ouvrage important qui s'appelle Une histoire de l'énergie, qui est co-signé d'ailleurs par un physicien, Jean-Paul Deléage, qui a longtemps enseigné ici à Orléans. Et voilà ce qu'ils écrivent, ces trois auteurs. Du point de vue endosomatique, un être humain consomme entre 2500 et 3000 kcal par jour sous forme d'aliments. Toute cette énergie vient du soleil, par les plantes et les animaux. À moins de 1500 kcal par jour, la machine humaine dégrade sa propre substance. Je passe quelques lignes. On comprend donc que s'il ne peut maîtriser d'autres flux que le flux endosomatique, l'être humain est extrêmement limité dans ses capacités à réinvestir de l'énergie utile dans ses productions durables. Néanmoins, c'est un point très important, le rendement de la machine humaine est le plus élevé du règne animal. Celui du cheval, par exemple, qui a joué un rôle majeur dans les systèmes énergétiques, ne dépasse pas 10%, celui du bœuf est inférieur. Du point de vue énergétique, l'usage des animaux de trait est donc un luxe. On comprend mieux pourquoi, pendant des siècles, le convertisseur le plus recherché a été le convertisseur humain, esclavage. Alors,
Puisque là, ça me permet de terminer donc le travail un peu sec là, sur les concepts, je souligne effectivement l'importance de cette distinction parce qu'elle permet de comprendre à quel point pendant la plupart, l'immense majorité du temps humain, la première source d'énergie, c'était l'énergie musculaire, d'accord, l'énergie mécanique que peut produire un corps. Et ce sur quoi les auteurs de cet ouvrage attirent ici l'attention, c'est que le corps humain a un meilleur rendement énergétique, c'est-à-dire qu'il perd moins d'énergie, dissipe moins d'énergie hors de son activité finalisée, que les autres types d'énergie musculaire, à savoir les animaux domestiques. Une autre manière de le dire est de dire qu'un facteur de puissance, pendant l'immense majorité de la période d'existence de l'humanité, n'était pas de posséder des objets matériels qui étaient assez réduits, des machines qui étaient rares et peu puissantes, même pas au fond des énormes cheptels d'animaux qui n'avaient un rendement énergétique relatif, mais bien des humains, autrement dit des esclaves. D'accord ? Donc le premier système énergétique, si vous voulez, vraiment efficace, du point de vue historique, et qui a eu des conséquences dans le paysage, bien sûr, dans les paysages, c'est le travail humain. Venons-en maintenant, avec quelques éléments plus visuels, à partir de ces premières distinctions, à observer donc les signes et les indications de la présence de l'énergie dans les paysages et leur représentation d'un point de vue historique. Cette présence, depuis l'apparition de l'écriture, depuis l'apparition des techniques de transformation spatiale, est constante tout au long donc, de l'histoire humaine. Et cette omniprésence s'étend à la dimension perçue et relationnelle, donc qu'on appelle le paysage. Approché dans la perspective de l'énergie, donc l'histoire humaine des paysages dépend des forces en action qui traversent, déplacent, altèrent, transforment les éléments matériels qui nous entourent. C'est là le premier motif qui me donnait le titre de cette conférence, de l'inquiétude des paysages, au sens de, au fond, l'instabilité de leur forme. Les paysages réels oscillent sans cesse. Ils subissent de perpétuelles métamorphoses qui peuvent les rendre parfois méconnaissables, à l'échelle même de nos existences. Et donc je crois que la notion de paysage est inséparable de cette mobilité constitutive. Et donc, la première, évidemment, transformation qui précède en réalité la notion de paysage que j'essaie de développer ici, ce serait la transformation géologique. Là, vous avez une image de 1885 qui vient d'un ouvrage néerlandais qui s'intitule « Paysage de l'ère carbonifère ». C'est intéressant parce que un paysage de l'ère carbonifère, au sens rigoureux, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions d'années avant notre ère, ne peut pas être perçu par un observateur humain. Donc il est dans une relation ici, bien sûr, d'imagination, de reconstitution. Et ce paysage de l'ère carbonifère, c'est celui qui se trouve aujourd'hui sous nos pieds, pour ce qu'il en reste, déposé sous la forme d'énergie fossile. Donc cette image, au fond, est une image, bien sûr, didactique, pédagogique, intéressante, qui reconstitue une végétation disparue depuis très longtemps, depuis bien avant l'apparition de l'être humain sur Terre, mais elle nous renseigne justement sur cette idée de paysage en rapport avec les usages que nous pouvons en faire à des millions d'années de distance. Je vais expliciter un petit peu plus cela. Voici une image beaucoup plus récente, plus ancienne, mais qui représente une période plus récente, puisqu'elle est tirée donc d'un traité, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, qui s'intitule De Re Metallica, des choses métalliques, si vous voulez, qui est un traité, en fait, expliquant les conditions, les principes, les modes d'organisation de l'extraction minière. Ce traité a été écrit par un auteur qui signait du nom de Agricola, mais dont le véritable nom était Georg Bauer. Je vous montrerai tout à l'heure le livre. Donc cette image-là, elle montre assez bien, je crois, si on la regarde attentivement, ce que peut faire l'activité d'extraction d'une source d'énergie au paysage. À savoir une altération, puisqu'on creuse évidemment dans la terre, mais
pour pouvoir mener à bien cette extraction, il faut en particulier une très grande quantité de bois. Il faut élaborer des techniques permettant donc de défricher. Vous voyez en haut à droite de l'image à quel point le défrichement est ici avancé. Il faut bâtir donc des rampes d'accès, des passerelles et consolider par des étais les galeries minières. Il faut concevoir des moyens de transporter cette source d'énergie. En l'occurrence, ce sont des mines de fer hein, qui ont largement précédé les usages massifs, en tout cas du charbon. Et vous voyez qu'un peu au-dessus du centre de l'image vers la droite, hein, on a des éléments qui indiquent l'habitation, bien sûr, du paysage, la ville, dont la richesse, très certainement, dépend de cette activité d'extraction minière. Remontons légèrement dans la chronologie pour interroger le plus fameux traité d'architecture de l'histoire occidentale au sujet de l'apparition justement de l'architecture en essayant de comprendre son rapport avec l'usage de l'énergie. Voilà comment, au début de son traité d'architecture, donc Vitruve, hein, qui a rédigé son texte au 1er siècle après Jésus-Christ, ici dans une édition du XVIe siècle, décrit l'apparition d'une activité particulière de l'être humain, qui est la domestication du feu. Il commence littéralement, à peu de choses près, son ouvrage, au début du livre 2, par cette description que voici. Anciennement, les hommes naissaient dans les bois et dans les cavernes comme les autres animaux, et n'avaient comme eux qu'une nourriture sauvage. Mais un jour, il arriva par hasard qu'un vent impétueux vint à pousser avec violence des arbres qui étaient serrés les uns contre les autres. Ils s'entrechoquèrent si rudement qu'ils s'enflammèrent. Cette flamme étonna d'abord et fit fuir ceux qui étaient auprès. Mais s'étant rassurés, et ayant éprouvé en s'approchant que la chaleur tempérée du feu était une chose agréable, ils entretinrent ce feu avec d'autres bois, y amenèrent d'autres hommes, et par signe leur firent comprendre combien le feu était utile. Vous voyez que l'apparition du feu est décrite comme un accident, un événement, qui d'abord suscite une réaction de peur, hein, mais qui ensuite, une fois qu'on prélève justement le feu sur sa source au début naturelle, hein, qui était arrivée avec un accident de l'énergie naturelle du vent, eh bien, on peut au fond apprivoiser, s'acclimater à cette présence du feu, et par le fait de l'entretenir, commencer à se rassembler entre humains et à communiquer. Donc à l'apparition de cette domestication progressive du feu est liée également l'apparition de la communication humaine, à savoir du langage hein, et des systèmes de signes. Voici comment l'ouvrage, donc en 1521, donc, en pleine période renaissante, est illustré, ici par un Italien qui s'appelle Cesariano, qui, donc, dans la première traduction du traité d'architecture de Vitruve depuis le latin vers la langue vulgaire, l'italien, enfin le toscan, je suppose, à l'époque, représente la scène primitive décrite par Vitruve. Et vous voyez qu'on retrouve tous les éléments. On trouve sur la droite de l'image, légèrement au centre, cette espèce de foule effrayée qui fuit la forêt, qui a pris feu, et puis, plus proche du premier plan, les activités consistant à entretenir le foyer, en apportant du bois et en le brisant afin de le faire entrer dans le foyer, des usages tels que la cuisson des aliments commencent à être montrés ici, et puis des communications possibles, puisque ces personnages sont en train de coordonner leurs activités par le langage. À ce sujet, Vitruve continue en disant « Les hommes ainsi rassemblés poussaient différents sons, et les employant tous les jours pour désigner les mêmes objets, ils se créèrent un langage, et purent alors commencer à se parler et se comprendre. Ainsi le feu donna occasion aux hommes de s'assembler en société et d'habiter en un même lieu, étant du reste doué d'avantages particuliers que la nature n'a point donné aux autres animaux, comme de marcher droit et levé, d'être capable d'admirer la magnificence de l'univers, rapport esthétique, vous voyez, et de pouvoir, à l'aide de leurs mains, faire toutes choses avec une grande facilité. » Alors, il y aurait bien des choses à souligner dans ce texte qui a été abondamment commenté. Je dirais simplement ici que
le rapport, vous voyez, de communication entre les hommes, qui se renforce avec la formation d'un langage, est associé, hein, donc directement, à cette domestication euh, du feu comme source d'énergie, et euh, en même temps, en parallèle, à l'activité consistant à habiter. Et donc, le fait de savoir faire du feu, le fait de dominer, de domestiquer le feu, est directement lié à la vie en société, avec toutes ses conséquences. Elle permet, au fond, à l'être humain, si l'on en croit ce passage de Vitruve, lui-même nourri d'une culture philosophique de l'Antiquité, d'exprimer, d'exploiter, au fond, les caractéristiques qui le distinguent des autres animaux, des autres vivants. De ce point de vue-là, elle lui permet, hein, si l'on revient à l'extrait précédent, de développer un autre type de rapport à l'environnement, de ne plus habiter dans les bois et les cavernes comme les autres animaux, mais justement d'initier une activité de construction, de commencer à construire donc des cabanes. Même édition, hein, l'illustration suivante, c'est celle qui présente les êtres humains que l'on voyait tout à l'heure, donc réunis autour du premier feu, cette fois en pleine activité de construction. Et notez bien que vous les voyez ici donc également vêtus. Hein. C'est un nouveau stade au fond de développement de la vie humaine. Ils ne sont plus uniquement nus et fuyant la forêt, mais en train de se livrer à des activités justement de bâtisseurs, d'édification, qui permettent de poursuivre cette vocation au fond sociale de l'être humain et de transformer l'environnement par le geste constructif. Et donc, sans domestication de cette source d'énergie qu'est le feu, sans partage de cet espace du foyer lui-même, si l'on en croit du moins ce récit vitruvien, ce récit mythique bien sûr, nous n'aurions pas inauguré cette ère de l'usage de systèmes énergétiques à partir de cette énergie exosomatique dont je parlais plus haut. Une autre version, assez proche dans le temps, de cette même histoire, ici gravée par un auteur, un dessinateur du nom de Teutsch. Vous voyez qu'on retrouve à chaque fois les mêmes éléments, mais traités un peu différemment, avec le passage entre ici la sortie de la forêt hein, et l'entretien du foyer, à une activité directement là, de construction, et même sur cette version-là, on pourrait dire un peu plus de transformation du sol, hein, et pas uniquement d'élever des cabanes, mais on vient au fond, on a l'impression de habiller l'entrée d'une caverne pour faire un habitat qui a l'air d'être semi-troglodyte. Un dernier extrait, donc toujours de Vitruve, enfin, la suite du texte. Ils commencèrent donc les uns à se faire des huttes avec des feuilles, les autres à se creuser des loges dans les montagnes, hein, activité qui est différente de celle d'habiter une caverne, bien sûr, naturelle. D'autres, imitant l'industrie des hirondelles, pratiquaient avec des petites branches d'arbres et de terre grasse des lieux où ils pouvaient se mettre à couvert, etc. etc. Comme l'heure tourne, je vais avancer un petit peu. Hein, j'avais encore celle-ci, mais vous avez compris le principe. Je reviens au traité que j'ai présenté tout à l'heure, celui donc, qui date à peu près de la même période de cette réédition de traduction de Vitruve, qui présente au fond la suite logique, si vous voulez, qui consiste à se livrer à une exploitation des ressources de l'environnement et à trouver une nouvelle forme d'habitation, justement, qui va transformer radicalement l'environnement, le milieu, et donc la relation que nous pouvons avoir au paysage. Et là, j'attire votre attention sur le fait que 1556, hein, c'est exactement la période pendant laquelle on relève, les historiens, les lexicographes, comme on dit, historiens du langage, ont relevé l'apparition du mot même de paysage. Alors le mot de paysage désignait, comme on vous l'a peut-être déjà appris, désignait d'abord les tableaux, en tout cas dans les langues françaises, italiennes, espagnoles, mais très rapidement, hein, dès ce milieu du XVIe siècle, il en vient également à désigner justement le
paysage tel qu'on le perçoit, le paysage réel. Donc là, j'insiste, c'est l'occasion de rappeler ma distinction initiale sur le fait que j'entends pas, moi, paysage au sens de représentation, exclusivement, mais d'abord au sens d'expérience. Je crois que c'est bien l'expérience qui est précédente. Néanmoins, il est intéressant d'un point de vue lexical, linguistique, de constater que le mot n'était pas en usage, en tout cas officiel, dans le dictionnaire et les œuvres écrites avant cette période-là, et qu'il le devient à une période justement où ce type de traité sur les principes de l'extraction minière sont publiés, mais aussi donc les nouvelles traductions de Vitruve. Voici d'autres planches extraites du même ouvrage, qui détaillent au fond les différents procédés. À chaque fois, il y a des légendes assez sophistiquées qui permettent de développer des techniques proches de ce que j'ai appelé donc des systèmes énergétiques, ici pour expliquer l'extraction des métaux de différents étages du sol. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des gravures qui mettent, au fond, qui font figurer aussi une forme de paysage, parce que elles essayent d'évoquer des gestes et des opérations assez précises sur le plan technique, en les situant dans un contexte et en montrant justement l'épaisseur des sous-sols, en montrant certains types de végétation, puisque c'est aussi à l'aide de l'identification par la surface de paysage qu'on va pouvoir comprendre de quoi son sol est composé. Un dernier qui montre aussi l'activité un peu frénétique des chercheurs de métaux. Bien entendu que quand on s'intéresse à la question de l'extraction des métaux au XVIe siècle, il ne faut pas penser uniquement au fer. Il faut penser aussi à l'argent, au cuivre, mais également à l'or. On a appelé justement le XVIe siècle le siècle d'or, du point de vue notamment de la couronne espagnole, puisque ça a été la période des grandes conquêtes en Amérique du Sud, et la mise à disposition de quantités d'or absolument considérables par le retour donc, de ces conquistadors. Je reste attentif à cette question du paysage pour essayer de comprendre le rapport de fabrication qu'il y a donc, entre les usages de l'énergie et le paysage. Donc sans transition particulière, voici un petit schéma qui, ici, met en scène, enfin illustre, si l'on veut, la question des usages de l'énergie dans l'agriculture, aujourd'hui. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait négliger, lorsqu'on pense à l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui, on pourrait y voir une forme de continuité avec des pratiques très anciennes. En réalité, l'agriculture aujourd'hui est quand même très 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 largement une agriculture industrialisée, et l'une des caractéristiques principales de cette industrialisation, c'est le fait de s'appuyer sur un très grand nombre de systèmes énergétiques, de sources énergétiques. Et ici, vous avez donc rappelé, au fond, à quel point les usages de l'énergie par l'agriculture sont nombreux et diversifiés, mais s'éloignent de très loin, disons, d'un équilibre mythique ou imaginaire que l'on pourrait avoir en tête lorsqu'on évoque l'agriculture. Autrement dit, ce qui me frappe ici dans cette représentation-là, c'est la mention selon laquelle les énergies renouvelables, le soleil, l'eau, de pluie, ne sont pas prises en compte. Mais ce qui importe, c'est l'apport d'énergie par des systèmes variés, qui sont, en grande partie, reposent sur des énergies fossiles. Alors, c'est ce genre de questions qui intéressent aujourd'hui les historiens de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu entre les mains un ouvrage d'histoire de l'environnement. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus intéressants, on pourrait dire, puisque les sources de connaissances sont toujours plus fournies. Je vous en ai retenu un essentiel ici, qui s'appelle donc Du Nouveau sous le Soleil, qui est l'œuvre d'un historien qui s'appelle John McNeill, un historien américain, paru en 2000. Et vous voyez qu'il joue sur l'expression biblique, venue du livre de l'Ecclésiaste, qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ici, précisément, l'argument de cet ouvrage qui s'intitule donc « Du Nouveau sous le Soleil, une histoire de l'environnement mondial au XXe siècle », traduit en français en 2010, c'est de dire que oui, il y a eu du nouveau sous le soleil au XXe siècle, particulièrement parce que les conditions environnementales ont été bouleversées
suite à l'explosion de l'usage des énergies fossiles qui était émergé entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. C'est l'occasion donc de trouver une définition plus précise de ce terme que j'ai déjà employé à plusieurs reprises, qui est celui de système énergétique. Voici comment, plutôt vers la fin de l'ouvrage, John McNeill définit la notion de système énergétique. Il dit: c'est l'ensemble des dispositions prises par une société pour son approvisionnement en énergie à partir du Soleil ou des atomes d'uranium, son affectation, son stockage, son commerce, ses usages utiles et ses déperditions, et au bout du compte, sa disparition. La plupart des sociétés au XXe siècle avaient des systèmes énergétiques complexes, mettant en jeu de multiples sources d'énergie et modes de conversion, d'accumulation et d'utilisation. Le pétrole, l'hydroélectricité et la fission nucléaire vinrent s'ajouter au charbon, au vent et aux muscles pour propulser le XXe siècle. Alors ça me permet donc de entrer dans le cœur des enjeux, qui est la façon dont l'énergie, les usages de l'énergie à travers ces systèmes énergétiques transforment les paysages. Vous voyez que l'un des facteurs n'est pas uniquement quantitatif, il est aussi qualitatif, c'est-à-dire que la multiplication des sources d'énergie, le changement d'échelle, donc certes quantitatif, mais à partir d'un certain moment, c'est l'argument du moins de l'ouvrage, ont des effets profondément donc qualitatifs. Alors sans en rester à cette approche d'une histoire environnementale qui au fond, et vous me direz justement à juste titre, s'éloigne peut-être un peu de la question du paysage au sens où j'ai essayé de l'introduire, puisqu'elle traite de l'environnement. Donc il y a toute une série de tableaux, de chiffres, de cartographies qui ne prennent pas en compte la question précise de l'expérience que nous en faisons, mais qui vient nourrir notre réflexion sur le paysage. Je me suis plutôt appuyé pour la suite de l'exposé sur cet ouvrage très important, un peu ancien, puisqu'il date quand même de 1934 à de nombreux égards, mais qui en fait est d'une grande actualité, au moins dans ses intentions. Cet ouvrage donc est le fait d'un auteur que peut-être vous connaissez de nom, en tout cas que je vous recommande très fortement, qui s'appelle Lewis Mumford, qui a vécu donc assez âgé, qui est mort en 1990, mais qui a traversé un peu comme ça le XXe siècle, qui était donc un Américain, plutôt un essayiste, qu'un philosophe à proprement parler, qui avait eu une formation assez éclectique, mais qui était un intellectuel curieux de nombreuses choses, et en particulier de l'histoire des techniques, discipline qui à l'époque était relativement balbutiante. Il a publié donc un ouvrage qui s'appelle Technique et civilisation, que voici, qui a été traduit en français relativement tôt, et qui a été republié récemment, en 2016, donc qui est de nouveau accessible, et qui, à mon avis, est l'une des entrées les plus fécondes pour s'occuper de ces rapports, tels que j'ai essayé de les circonscrire, entre paysage et énergie, en particulier donc d'un point de vue historique. Voilà ce que Mumford décrit dans sa préface de la réédition de l'ouvrage, qui vous permet de cerner un peu le personnage. Il dit: à 12 ans, j'avais fabriqué mon premier poste de radio, et j'avais très vite écrit de courts articles décrivant les améliorations apportées à mon appareil pour des magazines de vulgarisation technique. Cet intérêt m'a ensuite mené à m'inscrire à la Stuyvesant High School, où j'ai appris les bases d'une véritable éducation scientifique et technique, où je me suis particulièrement familiarisé avec les outils et les processus mécaniques simples, en menuiserie, en forge, en fonderie et en tournage du bois et des métaux. Quelques années plus tard, j'étais assistant au laboratoire qui testait le ciment du US Bureau of Standards en immersion dans un environnement paléotechnique classique. Il introduit ici la notion de paléotechnique, que je vais éclairer tout de suite après. J'attire juste là votre attention sur le fait que donc c'est quelqu'un qui parle avec un regard en partie de praticien. Quelqu'un qui s'est formé donc aussi par une curiosité personnelle à la manipulation d'outils techniques, d'objets techniques. Il écrit donc au début de l'ouvrage, chapitre 1er de cette somme un peu, cette grande fresque qui est l'ouvrage Technique et civilisation. Il l'ouvre par une définition de la machine qui s'appuie donc sur la notion de conversion de l'énergie. Voilà ce qu'il écrit. Et vous verrez qu'on retrouve en fait à peu près toutes les distinctions que j'ai essayé d'introduire jusqu'ici, mais en usage. Les machines ont été développées à partir d'un complexe d'éléments non organiques, donc autrement dit exosomatiques, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour convertir l'énergie, accomplir un travail, accroître les capacités mécaniques ou sensorielles du corps humain, ou réduire à un ordre et une régularité mesurables
des phénomènes de la vie. On peut, je signale immédiatement justement, assez facilement, à partir de cette simple définition, je ne lirai pas toute la suite, mais comprendre à quel point, pour s'intéresser au rapport entre paysage et énergie, ce genre de réflexion est précieuse. En fait, ce que Mumford accomplit dans cet ouvrage, c'est introduire une distinction donc, entre trois époques. Trois époques auxquelles correspondent trois formes de modification des paysages. Alors, il ne faut pas comprendre ces époques comme étant strictement délimitées les unes par rapport aux autres, comme étant séparées, il y a des superpositions constantes. Mais il faut souligner justement que elles se caractérisent, ces trois époques, ce qui les distingue, c'est leur système énergétique, au sens que j'ai défini tout à l'heure. L'ère éotechnique, d'abord, donc selon Mumford, qui s'inspire d'un autre auteur que je nommais tout de suite après, elle aurait commencé autour de l'an 1000, environ. Ces trois systèmes, ces trois périodisations, au fond, parcourant le dernier millénaire écoulé. Autour de l'an 1000 environ, donc l'ère éotechnique, ce serait cette période qui serait caractérisée du point de vue du développement technologique par la prééminence de certains types d'énergie, avant tout l'énergie hydraulique, l'usage de l'eau, dans une moindre mesure l'énergie éolienne, et l'usage de ces deux énergies aurait été rendu possible et justement, comment dire, aurait atteint un seuil quantitativement significatif grâce à un usage massif aussi du bois. Donc l'énergie, les sources d'énergie de l'ère éotechnique, ce serait principalement l'eau, le vent et le bois. Sans oublier, bien entendu, l'énergie musculaire, l'énergie venue des organismes humains eux-mêmes. L'ère paléotechnique, quant à elle, aurait émergé autour de 1800, un peu avant, mais ce serait affirmé vraiment autour de 1800, et ce serait caractérisé par l'usage de deux sources majoritaires, qui étaient déjà existantes, mais qui auraient pris le devant de la scène, le charbon et le fer, avec ces différentes déclinaisons, justement, et les industries de l'acier, la sidérurgie, etc. Donc, cette ère paléotechnique, comparativement, aurait connu un développement quantitatif évidemment beaucoup plus lourd et plus conséquent que l'ère éotechnique en termes d'impact sur l'environnement et donc par extension sur les paysages. Enfin, l'ère néotechnique, qui correspondrait en gros à peu près à la période du XXe siècle, donc quand Mumford décrit ça en 1934, ça aurait été le tout début, à ses yeux, ce serait une sorte de promesse, au fond, de sortir des impasses et des difficultés qu'aurait posé la période paléotechnique par un usage principalement de l'énergie électrique. Alors, il y aurait bien des choses à dire sur le détail, mais première chose à dire, c'est que éotechnique et paléotechnique ne sont pas des inventions lexicales qui relèvent proprement de Mumford lui-même. Il les emprunte à un auteur qui a été son maître à penser un peu, qui est Patrick Geddes, qui avait écrit, donc était un biologiste écossais, qui avait écrit un certain nombre d'ouvrages, dont celui-ci, Cities in Evolution, et dans lequel il introduisait, il reprenait plutôt, une distinction justement entre éotechnique et paléotechnique. Geddes, qui avait un grand souci pédagogique, peut-être plus que de rigueur scientifique à proprement parler, mais c'est une autre question, avait proposé ce genre d'image, qui est une coupe de la vallée de la civilisation. Autrement dit, c'est une figuration, on pourrait dire paysagère, de l'évolution de la civilisation en fonction de ces techniques. Et vous voyez qu'elle se lie donc de la droite vers la gauche, et les techniques les plus anciennes et les plus lointaines finalement de la ville qui se trouve tout à droite de votre image viennent donc de la partie haute de la vallée, la montagne, et ce serait donc les techniques de la mine et justement du bûcheron, enfin de la coupe de bois, suivies progressivement d'autres techniques qui, en réalité, voilà, ne sont pas à lire sur un plan chronologique, comme une frise, mais à lire comme une coexistence avec le fait qu'on puisse avoir dans une même époque, bien sûr, depuis de très anciens temps humains, la coexistence de ces activités, mais que peu à peu, au fond, le centre de gravité de la coupe de la vallée de la civilisation se déplacerait vers les plaines et vers les villes.
Alors, cette coupe, encore une fois, qui n'a qu'une vocation essentiellement pédagogique, Mumford s'en inspire pour essayer de caractériser l'impact des usages des techniques sur... Alors, lui va jusqu'à la civilisation dans son ensemble, mais moi, ce que j'ai sélectionné juste là pour terminer, ce sont les impacts donc, sur les paysages. Vous voyez qu'il utilise, par exemple, cette gravure de Agricola que j'ai essayé de vous montrer dans son ouvrage, pour essayer de caractériser donc, ce qu'il appelle l'industrie éotechnique. Et vous voyez que l'industrie éotechnique, comme je vous le disais, repose en très grande partie sur un usage intensif du bois, d'où la déforestation qui est figurée par cette image. Et grâce à cet usage du bois, elle construit des moulins hydrauliques, comme ici un moulin à papier. L'ère éotechnique, si vous voulez, ce n'est pas une ère qui est pré-industrielle à strictement parler pour Mumford. C'est une ère qui est industrielle, mais qui a une industrie accordée à certains systèmes énergétiques et qui, par conséquent, là j'ai tiré cette planche de la version française, fabrique un certain type de paysage en relation avec son usage de l'énergie. Et donc ce que le Mumford appelle l'environnement éotechnique, c'est en particulier ces environnements qui vont être mis en forme, comme l'archétype, ce serait sans doute justement ce que vous avez en bas à gauche, c'est-à-dire ces paysages hollandais avec les moulins à vent, qui vont être à la fois une manière d'utiliser l'énergie du vent, dans bien des cas aussi l'énergie de l'eau, pour travailler, bien sûr, moudre le blé et les céréales, mais qui vont aussi permettre, dans le cas de la Hollande en particulier, de développer des systèmes de drainage très sophistiqués pour assécher des terres inondées, immergées, et les rendre cultivables. Ce que vous avez en bas à droite est important aussi. C'est une forme de ville, une forme urbaine, que Lewis Mumford estime comme caractéristique de cette ère éotechnique, c'est-à-dire une forme lisible, une forme intelligible, qui garde un équilibre au fond entre un environnement habité par les humains, transformé par les humains, entre différents types justement de transformation de l'environnement, qu'il appelle des paysages, à savoir des parties habitées, les villes, des parties cultivées, les campagnes, et des circulations lisibles dans l'organisation même du territoire entre ces différents éléments. Donc un paysage éotechnique pour Mumford, c'est un paysage justement qui est principalement construit autour du système de l'eau, du vent, bien sûr du soleil qui est toujours à l'arrière-plan, avec un usage massif du bois, c'est-à-dire des végétaux, et la présence toujours des animaux domestiques à proximité. Mais c'est d'abord des systèmes, au fond, on peut le souligner, énergétiques qui reposent sur des énergies renouvelables. Ce qui conduit Mumford à décrire les paysages éotechniques de la manière suivante. Je vous lis juste quelques lignes. L'énergie, on ne doit pas simplement se demander combien d'énergie brute a été employée, mais combien a été absorbée par la production de marchandises durables. L'énergie du régime éotechnique ne s'est pas évanouie en fumée et ses produits n'ont pas été aussitôt jetés au rebut. Vers le XVIIe siècle, les bois et les marais du nord de l'Europe avaient été transformés en un paysage continu de bois et de champs, de villages et de jardins. Un paysage humain, ordonné, remplaçait les prairies nues et les forêts inextricables, pendant que les besoins de sociabilité humaine créèrent une centaine de cités nouvelles, solidement construites et commodément disposées, cités dont la grandeur, l'ordre et la beauté rivalisent encore, même dans leur décadence, avec l'anarchie sordide des villes nouvelles qui leur succédèrent. Outre les rivières, sur des centaines de kilomètres, il y avait des canaux. En plus des terres gagnées sur la côte nordique, il y avait des ports sûrs et l'amorce d'un système de phares. Tout cela représentait de solides réalisations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les systèmes énergétiques dont il est question ici, vous voyez, servent à composer des paysages qu'il qualifie d'humains, c'est-à-dire une forme d'organisation donc de l'expérience. Je vois que le temps va manquer. Il me reste combien? Ouais, 17h30, je ne suis pas encore. Alors, je vais avancer quelque peu. Donc, les paysages paléotechniques, je vous en montre quelques-uns. C'est le stade d'après. C'est les paysages du charbon et du fer. C'est les paysages intégralement envahis par l'industrie, dont je souligne en passant l'industrie qu'elle a commencé par les campagnes, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, comme le montre bien cette image anonyme d'une mine de charbon et d'un carreau de mine donc, au Royaume-Uni. Celle-ci, ce serait donc du côté du Creusot. Alors, vu que le temps manque, je vais directement avancer.
vers mon point suivant. Tout le discours de Mumford est intéressant parce qu'il est extrêmement sévère vis-à-vis de ces paysages paléotechniques issus du charbon et du fer. Et en même temps, il reconnaît qu'il y a là des éléments de ce qu'il appelle une compensation esthétique. C'est-à-dire qu'il va décrire la façon dont, justement, la représentation artistique des paysages, pour le coup, va permettre aussi de réapprivoiser certaines des formes du paysage paléotechnique. Alors, cet extrait-là me paraît important, donc je le lis pour essayer de mieux mesurer ce que signifie le paysage paléotechnique, justement, en revenant à l'ouvrage que je vous citais tout à l'heure. Je ne vais pas le lire entièrement parce que le temps manque, mais il insiste sur la rupture qu'il y a eu entre 1820 environ et 1950. McNeill souligne que l'usage de l'énergie, donc non seulement a changé de source, de système, mais que l'échelle a été radicalement modifiée. Et c'est pourquoi le système énergétique qui s'appuie sur le pétrole, qui succède à celui du charbon comme source d'énergie première, est devenu un facteur majeur de transformation de l'environnement, au point qu'il écrit, donc c'est la dernière phrase de l'extrait qui est là, du point de vue de l'histoire de l'environnement, rien pratiquement n'a eu une importance comparable au triomphe du pétrole. Donc là, vous pouvez associer bien sûr toutes les transformations des paysages qui ont conduit à justement laisser une place extraordinairement dominante à la voiture, au point de susciter des inquiétudes assez profondes de la part des architectes et des chercheurs sur l'environnement construit et habité par les humains. Vous avez cet ouvrage qui a été très important dans l'histoire de l'architecture aux États-Unis, écrit par ces architectes qui s'interrogent donc en disant l'Amérique construite de main d'homme, l'Amérique artificialisée, si vous voulez, pour le dire comme ça, avec un sous-titre très parlant qui est chaos ou contrôle. Et donc l'enjeu que je voudrais développer pour terminer, c'est ce rapport entre la possibilité du chaos et la possibilité du contrôle. Avec plus précisément donc le problème de savoir si la visibilité de l'énergie, au sens des systèmes énergétiques dont j'ai parlé et de leur relation avec des paysages réels, peut déboucher sur un sens satisfaisant de la notion de contrôle, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement le contrôle rendu invisible par simplement les institutions, les instances, les entreprises qui possèdent au fond ces sources d'énergie-là, le système industriel si vous voulez, ou comme le disent souvent les auteurs américains, le complexe militaro-industriel, ou bien s'il faut, peut-être par le biais justement de la question du paysage, s'intéresser à une mise en visibilité de ces systèmes énergétiques. Alors ça c'est la première centrale photovoltaïque au monde, en test expérimental au Caire en 1913. Je ne la commente pas. Je vous cite plutôt cet ouvrage-là qui est très récent, qui vient de sortir, qui est le fait d'une architecte qui s'intéresse, donc ce titre évidemment est déjà assez éloquent en tant que tel, l'ordre électrique, infrastructure énergétique et territoire, qui s'intéresse à ce qu'elle appelle l'invisibilisation de l'énergie aujourd'hui. Je vais juste lire la deuxième citation. La chaîne d'invisibilité de l'ordre électrique renvoie à un paradigme d'éloignement, fondateur de la culture de la modernité, particulièrement perceptible tout au long du XXe siècle. Le territoire est devenu une pièce de grande échelle, une distance à parcourir, un horizon paysager où s'articule une spatialité essentiellement politique et économique. Et ça me permet de poser une question sur laquelle je m'arrêterai pour qu'on puisse discuter 5 minutes quand même. Alors d'évacuer la salle, j'ai compris qu'on était sous pression. Ici, l'auteur, donc on est plutôt au début de l'ouvrage, mais le reste est un peu du même ordre, met en relation, vous voyez, la question, même si c'est pas développé, ça passe vite, mais la question du paysage, avec cette mise à distance, cet éloignement de l'infrastructure, au fond, des systèmes énergétiques. Je pense qu'il pourrait être intéressant, justement, non pas de renverser ce qu'elle dit, c'est pas le but, mais de s'emparer de cette question pour essayer de la formuler un peu différemment, et montrer que, justement, la question du paysage, aujourd'hui, est l'un des enjeux, du paysage et du territoire, pour être plus précis, mais est l'un des enjeux où se joue la connaissance, l'appropriation, le regard sur les systèmes énergétiques. Et donc on peut aller beaucoup plus loin dans cette direction en essayant de questionner non pas uniquement les débats sur énergie renouvelable ou pas,
mais de questionner d'où vient l'énergie aujourd'hui, est-ce qu'on en a les traces dans le territoire, et en apprenant, au fond, à regarder tous les indices et les signes de cette présence dans le paysage. Et si vous commencez à le faire, vous verrez qu'ils sont extrêmement nombreux. Ils vont de la prise électrique, de l'interrupteur, jusqu'à la source d'énergie. Donc, bien sûr qu'il y a toutes les centrales nucléaires que l'on arrive à peu près à distinguer lorsqu'on passe à proximité. Mais soyez attentifs éventuellement, lorsque vous réfléchirez plus à la question de l'énergie, à la façon dont on peut figurer également tous les systèmes intermédiaires, tous les relais, tous les dispositifs d'acheminement et de production jusqu'à la consommation de l'énergie, qui permettent de penser justement comment l'électricité arrive chez vous. Voici, j'ai trouvé pas mal de documents finalement pédagogiques, mais plutôt sur des sites associatifs ou pédagogiques à des finalités de militants au fond, que sur des sites toujours les plus officiels. Néanmoins, on trouve pas mal d'informations aussi du côté des grands distributeurs d'énergie. Mais il est intéressant de remarquer qu'à chaque fois, ces schémas explicatifs à destination du grand public, au fond, esquissent quelque chose comme un rapport au paysage, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas complètement travaillé, qui n'est pas abouti. Mais je crois que ce serait ça, l'un des enjeux sur lesquels je voudrais terminer mon propos avant d'avoir évacué pour que vous puissiez réagir. Mais la question de l'énergie aujourd'hui, justement, à mon sens, doit aussi être abordée sur le plan du paysage. Voilà. Je propose de suspendre un peu le cours du propos, même si c'est assez abrupt, pour que vous ayez, dans les 5 minutes qui restent, le temps de réagir, de demander des éclaircissements, de poser des questions. Je vous écoute. Merci. Non, c'est pas la fin.